Salut chers oui basketteurs et oui basketteuses, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode entre deux semaines de basket féminin, émission 100% basket féminin toutes les semaines, tous les lundis à 19 heures sur Facebook, sur YouTube, sur les médias WeBasket TV ainsi que sur le site internet www.webasket.tv. Au programme aujourd'hui, on va parler de l'Euroleague qui a eu lieu cette semaine, de l'Eurocup qui a eu lieu cette semaine. On va parler aussi des programmes de ces deux compétitions. La 10e journée de Ligue féminine 2 et ensuite la 11e journée de Ligue féminine de basket. 11e journée, c'est la fin des matchs allés. Donc c'est le moment de faire un petit bilan de mi-saison. Et c'est ce dont je vais parler en dernière partie. Allez, c'est parti, on y va. On va parler tout d'abord de l'Euroleague. C'était la 9e journée de l'Euroleague. C'était ce mercredi et jeudi. Donc dans le groupe A, nous avons vu la victoire d'Ekaterinbourg à l'extérieur à Orenbourg sur le score de 71 à 50. Prague qui a battu Bourges 82 à 64. TTT Riga qui a battu Brennes 81 à 62. Et Reyer Venise qui a battu Čukurova 70 à 61. Dans le groupe B, là où c'est beaucoup plus disputé, Fenerbahçe a conforté sa place de leader en battant Sopron sur le score de 70 à 52. Montpellier fait une belle opération en battant Gdynia, qui était un adversaire assez redoutable. Donc Montpellier qui a battu Gdynia sur le score de 85 à 79. Skio continue sa bonne dynamique en battant Kursk sur le score de 70 à 53. Kursk qui décidément n'arrive pas à être au niveau du rang qui est le sien. Et puis alors, le jeudi, c'était un match phénoménal, enfin en tout cas jusqu'au bout du suspense. Lyon, le LDLC Asvel féminin, est allé gagner de 2 points à Gérone sur le score de 65 à 63. Et regardez ce que ça donne au classement. D'ailleurs, je vais tout de suite aller voir sur le groupe B. Et on voit que Lyon, qui était dans le bas de classement, se retrouve qualifiable pour les quarts de finale de l'Euroleague. Bon, sachant que voilà, il y a 14 matchs, on est uniquement au 9e match. Il peut encore se passer beaucoup de choses. Vous voyez que dans ce groupe B, il y a vraiment Fenerbahçe qui est seul devant, mais ensuite on a Famila Skio et le BLMA qui sont tous les deux à 6 victoires. Et puis là, il y a un petit écart de 2 victoires d'écart. Et puis on a Lasvel et Kursk qui ont 4 victoires pour 5 défaites. Vous voyez, un bilan négatif, mais on est quand même 4e. Ensuite, Gdynia 3 victoires, Gérone 3 victoires et Sopron 3 victoires. Dans le groupe A, je retourne dans le groupe A, là on a vraiment les deux équipes qui se détachent toujours. Ekaterinbourg et Prague avec 8 victoires pour une seule défaite. Et vous voyez, il y a déjà 3 victoires d'écart entre les deux premiers et les deux troisièmes ex aequo qui sont Bourges et Nadezhda. Ensuite, Castor Brenne et Reyer Venise ont 3 victoires. Et Čukurova et Riga ont 2 victoires. Donc tout est encore possible, on va dire, de la 3e à la 8e place. Et pour les deux premiers, on ne se fait pas trop de soucis. Ils ont de très fortes chances de se retrouver en quart de finale. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine en Euroleague? Cette semaine, alors on aura également des matchs le mercredi et le jeudi. Le groupe A, traditionnellement, tous les matchs sont le mercredi. Ekaterinbourg face à Venise à 15h. Čukurova face à Prague à 16h. À 20h, Bourges va recevoir TTT Riga. Une bonne occasion voilà, de continuer, de maintenir sa 3e place. Et Castor Brenne devra se défendre face à Nadezhda Orenbourg. Voilà, bon, il y a encore 2 victoires d'écart, mais vous voyez, c'est le 5e qui reçoit le 4e. Dans le groupe B, Kursk pas très bien, c'est peut-être le moment d'aller les battre là-bas à domicile pour Montpellier. Le match aura lieu à 17h mercredi. À 18h, nous aurons Gdynia qui recevra Fenerbahçe. Et le jeudi, nous aurons Sopron qui recevra Gérone à 18h. Et LDLC Asvel féminin qui va recevoir Skio. Match là aussi très intéressant puisque, regardez, Skio est un peu devant aussi, LDLC Asvel féminin. Ça peut être une bonne opportunité pour Lyon de se rapprocher encore, de conforter un petit peu sa place dans les 4 premiers. Allez, je vais passer, tiens j'ai oublié de
mettre mes petits menus en orange. Donc l'Euroleague, voilà. On est en train de finir l'Euroleague et je passe à l'Eurocup. C'était les matchs retour du barrage pour accéder au 16e de finale en Eurocup. Donc je vous ai remis les matchs aller et les matchs retour. Donc voilà, on va passer assez vite là-dessus. Il y avait la rencontre entre Guernica et Minsk. Guernica les Espagnols et Minsk Minsk, je crois que c'est soit la Biélorussie, soit la Géorgie. J'ai un doute. En tout cas, c'est une ex-province de l'URSS. Et victoire de Guernica sur un score cumulé à 140-108. Polkovice n'a fait qu'une bouchée de Bottas, 159 à 91 sur l'ensemble des deux matchs. Alors, Artego, Bingoch, je pense que c'est des Polonais, je ne suis pas les vérifier, a gagné d'un seul point sur l'ensemble des deux matchs face à Sepsi. Déception de la Roche-Vendée qui avait gagné sur le terrain de Besiktas au match aller sur le score de 83 à 79, qui avait gagné de 4 points et qui a perdu voilà, de 9 points à domicile. Donc victoire de Besiktas sur un score cumulé de 161 à 156, élimination de la Roche-Vendée qui ne rejoindra donc pas Charleville en 16e, ce sera Besiktas. Dans l'autre partie des matchs, c'est Olympiakos qui se qualifie aux dépens de DVTK Miskolc sur un score cumulé de 138 à 132, vous voyez ici. Nice qui se qualifie face à Gorzov sur le score cumulé de 159 à 144. Le Spartak qui élimine Fribourg sur le score cumulé de 168 à 135. Et Cadi Lacéou va retrouver Basketland en 16e de finale. Cadi Lacéou qui était dans le groupe de Basketland, les Espagnols qui se sont débarrassés de EMA SKW sur un score cumulé de 131 à 109. Voilà ce que ça va donner en 16e de finale. J'espère que vous voyez bien, parce que j'ai repris une infographie de la FIBA. C'est peut-être pas super clair. En tout cas, Perfumerias Avenida va recevoir mes amis de Bidgoszcz. AT, les Turcs vont recevoir le Spartak, enfin vont jouer le Spartak. D'ailleurs, je ne connais pas exactement l'ordre des matchs. Est-ce que par hasard, ce ne seraient pas les premiers cités qui vont recevoir en deuxième? Valence affrontera Nice, Sekdar affrontera Guernica, Basketland, comme je l'ai dit, va affronter Cadi Lacéou une nouvelle fois, Orman Genklik va affronter Olympiakos, les Flammes Carolo Basket Ardennes vont affronter Besiktas, et le MBA Moscou va affronter Polkovice. Pas un cadeau pour eux, puisque Polkovice a l'air de bien revenir. On va passer à la suite, c'est-à-dire la Ligue féminine 2. La deuxième division, et coup de théâtre, première défaite de la saison pour les joueuses de Michael Petitpas, les joueuses d'Aulnoy Emery qui ont chuté à Chartres. Vous voyez 69 à 59 pour les joueuses de Chartres. Le Pôle France a été défait par Reims, et vous voyez, et Reims est co-leader maintenant de la Ligue 2. Calais a perdu sur son terrain face à Angers. La Tronche-Mélan a remporté sa confrontation face à Toulouse. Mondeville a battu Rezé. Chartres a battu l'Aulnoy, comme je l'ai dit. Et Strasbourg a battu de 3 petits points Montbrison, ce qui nous donne au classement. Eh bien, comme je vous l'ai dit, Aulnoy, 9 victoires, 1 défaite, première défaite. Même bilan que Reims. Toulouse et Angers sont 3e et 4e. Pardon, plutôt Toulouse est 3e seul avec 7 victoires. Angers, Chartres sont 4e tous les deux avec 6 victoires. Un bilan équilibré pour l'équipe qui était reléguée cette saison en Ligue 2, Mondeville, ainsi que pour Strasbourg, Ilkirch, Grafenstaden. Ensuite, nous avons 2 8e, La Tronche-Mélan et Montbrison avec 4 victoires. Et on a toujours les deux équipes qui semblent se diriger vers la Nationale 1, qui sont Rezé et Calais, qui ont 2 victoires de retard sur les 8 et 9e. Donc uniquement 2 victoires pour Rezé et Calais, et le Pôle France qui ferme la marche avec une seule victoire. Le programme de la 11e journée de LF2, et ce sera donc la fin des matchs amicaux la semaine prochaine en LF2. La Tronche-Mélan recevra le Pôle France, Angers va recevoir Chartres, Aulnoy recevra Rezé, Mondeville accueillera Calais, Reims Strasbourg et Montbrison
Toulouse. Allez, c'est parti. On va s'attaquer au gros morceau, la Ligue féminine de basket, la LFB. Donc, fin des matchs amicaux, on va d'abord se focaliser sur la 11e journée. Voici la 11e journée et on passera au petit bilan de mi-saison. 11e journée, bah écoutez, il n'était pas bon se déplacer. Voilà, c'était une mauvaise idée d'être en déplacement. Toutes les équipes qui ont reçu ont gagné. Charleville a battu Bourges. Landerneau a battu Montpellier. Saint-Amand a battu Tarbes. Lyon, Asvel, LDLC Asvel a battu Charnay. Basketland a battu Villeneuve. Et Nantes a battu dans le derby de la Loire-Atlantique, des Pays de la Loire. La Loire-Atlantique, c'est le département nantais et la Vendée est le département rochelais. Nantes a battu La Roche-sur-Yon. Donc, que des victoires à domicile. Au niveau individuel, comme vous le savez, je fais des petites récompenses individuelles sur les meilleures statisticiennes, enfin les meilleures statistiques réalisées par les joueuses de Ligue féminine de basket. Jacinta Monroe a fait un grand match face à La Roche-Vendée. 27 points, la joueuse du Nantes Basket. Sa coéquipière Clarence Jaldi-Tabdi, dans le même match, a réalisé 25 points. Du côté de Saint-Amand, c'est Harry Nellenberg qui a marqué 23 points face à Tarbes. Et du côté de l'Asvel, c'est Mariam Badian qui a réalisé un grand match d'attaque face à Charnay en marquant 23 points également. Au niveau des rebonds, bim, bis repetita, c'est Jacinta Monroe qui a pris le plus de rebonds lors de cette 11e journée de championnat de Ligue féminine de basket. Donc 16 rebonds face à La Roche. Evelina Cator, qui est venue renforcer les Flammes Carolo, a capté 13 rebonds dans le match face à Bourges. Elodie Nègre qui commence vraiment à s'imposer comme une très très bonne joueuse de Ligue féminine, a capté 11 rebonds. Donc la joueuse de Landerneau a capté 11 rebonds face à Montpellier. Au niveau des passes décisives, la meilleure passeuse de cette 11e journée, c'est Ana Suarez-Utrero, qu'on appelle communément Ana Suarez, mais comme vous savez, les Espagnols ils mettent deux noms, le nom de leur père et le nom de leur mère. 8 passes décisives face à Villeneuve. Jasmine Bailey, la joueuse du RVBC, a délivré 7 passes décisives face à Nantes. 7 passes décisives également pour la revenante Alicia Clark. C'était son deuxième match avec le LDLC Asvel féminin cette saison. Elle a distribué 7 passes décisives face à Charnay. Au niveau des contres et des interceptions, j'ai sélectionné donc Elena Siak qui a fait 4 contres face à Charnay. D'ailleurs, j'ai oublié de le signaler, mais je pense que elle égale le record de Stéphanie Mavunga à ce niveau-là. 3 contres pour Diandra Tchatchouang. Donc, alors, Elena Siak, la joueuse de l'Asvel et de l'équipe de France, comme vous pouvez le voir sur cet écran. 4 contres face à Charnay. Diandra Tchatchouang, 3 contres face à Basketland. La joueuse Diandra Tchatchouang, la joueuse est capitaine, me semble-t-il, du BLMA. Et du côté des interceptions, c'est Soana Lucé qui a réalisé le plus d'interceptions. 5 interceptions, la joueuse du RVBC, donc face à Nantes-Rezé, la joueuse de La Roche-Vendée Basket Club. MVP de cette 11e journée, et d'ailleurs c'est la plus grosse éval réalisée sur un match cette saison, c'est Jacinta Monroe, la pivot du NRB du Nantes-Rezé Basket, qui a marqué de son empreinte ce match, ce derby de l'Ouest, avec 27 points, 16 rebonds, 4 passes décisives et 42 dévals. Très très bonne joueuse, Jacinta Monroe, très bonne recrue pour le NRB, dans un match très important. La semaine prochaine, que va-t-il se passer? Alors, nous aurons un match avancé. Vendredi, Nantes, à 20h, recevra Saint-Amand. Ensuite, samedi à 20h, nous aurons 3 matchs. Charleville face à Basketland, Landerneau face à Tarbes et Villeneuve d'Ascq face à La Roche-Vendée. Vous voyez, l'écriture est un tout petit peu différente. C'est-à-dire que c'est le seul match qui est inversé par rapport à l'Open. Tous les premiers nommés lors de l'Open ont gagné leur match. Il n'y a que le match entre Villeneuve et La Roche-Vendée où c'est La Roche-Vendée qui a gagné le match. Et donc on inverse par rapport au calendrier qui est prévu. Ça n'a pas encore été fait sur le site de la LFB, mais c'est bien le match qui aura lieu à Villeneuve. Et le dimanche, nous aurons à 15h30 Charnay face à Montpellier et à 18h Bourges face à Lyon.
Voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne au classement? Classement de mi-saison. Et puis d'ailleurs, on peut déjà passer sur le sujet suivant, sur le dernier sujet, qui est le sujet du petit bilan de mi-saison. Et bien voilà, après les matchs allés, après la fin des matchs allés, nous avons Lyon qui est seul en tête, avec 2 victoires d'avance finalement. Rappelez-vous, pendant une bonne partie de la saison, c'était Montpellier qui était leader. Mais Montpellier a récemment subi 2 défaites à Charleville et à Landerneau, pendant que Lyon, qui avait subi sa seule défaite face à Montpellier, a continué de gagner. Donc Lyon est seul en tête, 10 victoires. Comme vous voyez là en vert, meilleure attaque, meilleure défense. Hop, ici, là, hop, je vous montre avec la petite souris. 850 points marqués et 699 points encaissés. 21 points. Donc Lyon est candidat sérieux à sa succession. En tout cas, au niveau de la saison régulière, c'est l'équipe la plus régulière à haut niveau. Bourges, qui avait mal débuté la saison avec 2 défaites, et Montpellier, qui a un petit peu mal fini les matchs allés avec 2 défaites également. Donc, ont tous les deux 8 victoires pour 3 défaites. Ensuite, à la 4e place, nous avons Basketland, qui est seul à être avec 7 victoires pour 4 défaites. Nous avons 2 équipes avec un bilan de 6 victoires pour 5 défaites, qui sont Landerneau et La Roche-Vendée. Villeneuve s'est replacé et maintenant est désormais seul 7e avec un bilan légèrement négatif de 5 victoires pour 6 défaites. Nous avons 3 équipes qui ont le même bilan, 4 victoires et 7 défaites, qui sont Saint-Amand, Charleville et Tarbes, qui vont se battre pour essayer d'éviter les playdowns. Même si au-dessus, c'est pas fait. Voilà, pour les équipes qui sont au-dessus, c'est pas fait. Il reste encore toute une série de matchs retour. Et on a 2 équipes qui ont un bilan équivalent, qui sont un tout petit peu décrochés, qui ont uniquement 2 victoires, c'est Charnay et Nantes-Rezé Basket. Mais voilà, encore, la saison n'est pas terminée. Et ces 2 équipes ont montré de belles choses, notamment sur ces derniers matchs. On va passer au bilan. Un bilan assez chiffré. Alors, au niveau du nombre de points marqués, voici les bilans des 11 matchs, avec dans l'ordre, forcément les équipes qui ont marqué le plus de points. On vous avait dit 850 points marqués par Lyon, ça représente 77,3 points de moyenne. Et à comparer avec par exemple l'équipe qui marque le moins, c'est le Hainaut, c'est Saint-Amand qui marque 65,6 points de moyenne, ce qui n'empêche pas d'être relativement bien classé. Je vous remontre le classement. Saint-Amand est 8e, playoffable, mais la plus faible attaque. Ça veut forcément dire que Saint-Amand a une très bonne défense. Le record de points qui a été marqué cette saison, ça a été marqué lors de la toute première journée à l'Open. Je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure. C'est La Roche qui avait qui avait mis 100 points à Villeneuve, et c'est la seule fois où c'est arrivé cette saison, 100 points marqués par La Roche. Donc vous voyez, les meilleures attaques, c'est Lyon, Bourges, Montpellier, Charleville. Tiens, curieusement, Charleville qui n'est pas très très bien classé, est la 4e attaque, avec La Roche-Vendée, 74 points de moyenne. Ensuite, Basketland, Landerneau, Nantes, Villeneuve, Charnay, Tarbes et Saint-Amand-Hainaut. Et donc voilà, l'Asvel, oui, je ne l'ai pas signalé, on pourrait dire Asvel champion d'automne. Ça marche dans le foot parce que la mi-saison a lieu à l'automne. Nous, c'est plutôt champion d'hiver, puisque la mi-saison est plutôt en hiver. Donc, Asvel également leader au niveau du scoring. Au niveau des rebonds, c'est Montpellier, avec 43,2 points de moyenne par match, suivi par La Roche-Vendée, 2e équipe rebondeuse. Et La Roche-Vendée avait réussi la performance de capter 56 rebonds en un seul match. C'est énorme. C'était lors de la 4e journée. Je ne me rappelle plus contre qui c'était. Je l'avais noté ici. La 4e journée. La Roche-Vendée, c'était face à Basketland. Et donc vous voyez, ensuite Landerneau, Saint-Amand qui marque peu de points mais qui capte pas mal de rebonds. Bourges, Nantes, Charleville, Lyon, Basketland, Villeneuve, Charnay et Tarbes. Tarbes étant l'équipe qui prend le moins de rebonds avec 33,8 rebonds par match en moyenne. Au niveau des passes décisives, et bim, c'est l'Asvel qui se passe le plus la balle, ou en tout cas qui fait le plus de passes décisives, avec une moyenne de 22,4 passes décisives par match. C'est un ratio très très élevé. Vraiment, quand vous voyez que l'équipe qui fait le moins de passes décisives, c'est Villeneuve avec 13, il y a un gros écart. Il y a quand même un gros écart entre les 2 équipes. Le record de passes décisives, c'était Bourges,
qu'il avait battu, je crois que c'était face à Nantes, je vais vérifier ça, c'était lors de la 10e journée. Hop, 10e journée, c'est ici. Bourges, voilà, c'était ça, effectivement, face à Nantes. Et donc dans l'ordre, les équipes qui se passent le plus la balle en situation décisive, c'est Lyon, Basketland, Bourges, Charleville. Vous voyez Charleville qui est aussi pas mal placé à ce niveau-là. Nantes, curieusement Nantes est voilà, une équipe très performante au niveau des passes décisives. Landerneau, La Roche-Vendée, Saint-Amand, Montpellier qui, voilà, qui est plutôt bas classé dans le classement des passes décisives. Tarbes, Charnay et Villeneuve. Et enfin, pour ce qui concerne l'évaluation, là encore c'est l'Asvel qui a la meilleure éval. Donc l'évaluation, je vous rappelle, c'est vraiment le cumul de toutes les statistiques, les points, les rebonds, les passes décisives, les interceptions. Je crois qu'il y a aussi, on retranche aussi les pertes de balles et puis peut-être certains tirs manqués. Bon, grosso modo, c'est une forme d'efficacité qui est mesurée en cumulant toutes les stats. Et là encore, c'est Lyon. Bah forcément, quand on est l'équipe qui marque le plus de points et qui fait le plus de passes décisives, forcément l'évaluation elle monte énormément. Donc 93 en moyenne d'évaluation, je vais passer assez vite là-dessus, si ce n'est que bon voilà, Lyon, Bourges, Basketland, Montpellier, Charleville, Landerneau, La Roche-Vendée, Nantes, Hainaut, Tarbes, Villeneuve, Charnay. Et puis c'est La Roche-Vendée qui, lors du premier match en marquant 100 points, forcément a boosté son évaluation à 135, c'est le record sur un match, sur ces matchs allés. Petite remarque quand même, en regardant tous ces tableaux, je me suis aperçu que Nantes, qui est Nantes-Rosé Basket, qui est peut-être même dernier, voilà, au point avérage particulier ou dans la confrontation face à Charnay, qu'elles avaient perdu. Nantes est dernier, mais en fait, vous regardez, au nombre de points, Nantes est 8e, au nombre de points marqués. Au rebond, Nantes est 6e, voilà. Et puis en passe décisive, comme je l'ai souligné tout à l'heure, Nantes est 5e, ce qui est assez curieux. Voilà. Alors que leurs acolytes, Charnay est un petit peu dans le bas de classement au niveau des points marqués. Voilà. Antépénultième, avant-dernier au niveau des rebonds, et avant-dernier également au niveau des passes décisives. Comme quoi les statistiques n'expliquent pas tout pour gagner les matchs. Et au niveau de l'éval, du coup, oui, effectivement, Nantes est un tout petit peu plus haut que Charnay. Mais on retrouve quand même un petit peu, voilà, il y a une forme de cohérence, mais pas de certitude en fait. Hein. Ce ne sont pas forcément les statistiques qui expliquent tout au niveau des résultats. Je vous ai fait un petit point sur le bilan de mi-saison individuel. Les meilleures marqueuses du championnat, Stéphanie Mavunga. Stéphanie Mavunga roule sur la Ligue féminine de basket en termes de points en tout cas, avec 17,29 points de moyenne, mais regardez, 17,09 points de moyenne, Arin Ellenberg. Et 16,82 points de moyenne, Jacinta Monroe. Donc c'est très américain tout ça. On a Evelyn Akator qui est arrivée dans le classement, mais elle a fait les 4 derniers matchs, donc on va lui laisser le temps de continuer à scorer. Gabi Williams, Ezine Kalou, et la première, j'allais dire française, mais la première non américaine en fait, c'est Alexia Chartereau avec 14,55 points de moyenne et qui truste la 7ème place. Et puis même quand on continue, derrière c'est Keisha Hampton, l'américaine de Villeneuve, Antonia Delard, donc voilà, ça c'est une européenne, c'est pas une française, elle est belge, Antonia Delard, la joueuse de Nantes. Louise Alvarsson, la suédoise de Tarbes, Ashley Bronner, de Landerneau, Anna Dabovic, etc. etc. Au niveau du scoring, on voit quand même beaucoup d'étrangères qui sont dans les toutes premières places. Donc le podium, c'est Stéphanie Mavunga, Arin Ellenberg et Jacinta Monroe. Et la meilleure marqueuse, voilà, je l'avais noté ici, c'était lors de la 8e journée. La 8e journée, Montpellier rencontrait la 8e journée, Montpellier était à Tarbes et Stéphanie Mavunga a marqué 33 points. Record de la saison sur un match pour le moment. Au niveau des rebonds, Stéphanie Mavunga est première rebondeuse, alors un peu plus largement avec 11,55 points de rebond en moyenne. C'est elle aussi qui, rappelez-vous, lors de l'avant-dernière journée, là encore j'ai oublié contre qui c'était, c'était lors de la 10e journée, c'était à Landerneau, elle a pris 20 rebonds, Stéphanie Mavunga, ce qui est un score exceptionnel. Jacinta Monroe, deuxième meilleure rebondeuse, la joueuse de Nantes, avec 9,36 rebonds par match. 9 rebonds pour Evelyn Akator, mais bon, je ne l'ai pas mise sur le podium puisqu'elle est là depuis
uniquement 4 matchs, mais regardez, elle est quand même sur un très très gros rythme. Hein. Elle a pris 3 rebonds sur son premier match, puis ensuite c'est 10 rebonds, 10 rebonds, 13 rebonds. Elle fait beaucoup de bien à Charleville. Et c'est sa coéquipière que j'ai mise sur le podium, hein, elle a quand même participé à l'ensemble des matchs, Jenny Diawara, qui collecte 8,27 rebonds. Jenny Diawara qui truste ce classement des rebondeuses tous les ans, en tout cas le podium. Et derrière, on a Uju Ugoka qui est blessé, qui n'a pas participé aux 2 derniers matchs de la Roche-Vendée, mais qui est une grosse rebondeuse du côté de la Roche-Vendée avec 8 rebonds. Alicia Clark qui vient de faire ses 2 premiers matchs est rentrée dans le classement avec 7,5 rebonds de moyenne. Ashley Brunner, Regan Margaretti qui vient d'arriver à Villeneuve aussi, qui a fait 2 bons matchs avec 7 rebonds de moyenne. Clarissa Dos Santos qui manque depuis 5 matchs à Lyon. Shea Kelly qui a fait une bonne rentrée au niveau Carolo Massérien. Elodie Nègre, dont j'ai parlé tout à l'heure, Marie Sidiop, Nathalie Barton, etc. Là, je vous ai mis un classement de toutes les filles qui ont pris en moyenne plus de 6 rebonds. Et là, au-dessus, le classement, c'était plus de 13 points en moyenne pour ces joueuses. Donc, le podium des rebondeuses, Stéphanie Mavunga, Jacinta Monroe et Jenny Diawara. Au niveau des passeuses, là, c'est drôle, au niveau des passeuses, c'est un tout petit peu plus européen, voire français. La meilleure passeuse, c'est Anna Suarez de Basketland, qui finalement n'apparaît pas très souvent dans les petits récaps de chaque journée que je fais, mais elle est très régulière au niveau de ses passes. Même si elle a fait quelques matchs avec 2 passes, mais en moyenne, c'est 5,82 passes, et c'est très régulier. Deuxième, Amel Boudera, classique, qui avait fait une grosse pointe à 13 passes, me semble-t-il, face à Landerneau lors de la 3e journée. Et puis, troisième, c'est Virginie Brémond qui, elle, avait fait justement face à Charleville, qui avait distribué 15 passes décisives, record de la saison. Regardez Alicia Clark qui est entrée là, qui a fait ses 2 derniers matchs en faisant 3 passes décisives, puis 7 passes décisives, une moyenne de 5. Paola Ferrari qui a quitté Nantes, qui ne finira pas la saison, mais avait distribué 4,43 passes en moyenne. Ensuite, on a Julie Allemand, Sarah Michel, Eline Eldebrink, Caroline Herriot, Merveidine, Laetitia Guapo, Antonia Dollard, Arine Ellenberg, etc., etc. Je vous ai mis un classement avec les joueuses qui ont distribué plus de 3 passes décisives par match. Donc le podium, Anna Suarez, Amel Boudera et Virginie Brémond. Au niveau des évals, c'est un peu le cumul de tout ça, avec quelques autres stats dont je n'ai pas parlé pour le moment, dont je ne parlerai pas ce soir, en fait. Et c'est Jacinta Monroe, en fait. Contre toute attente, je pensais vraiment que Stéphanie Mavunga serait largement au-dessus, mais Jacinta Monroe, et notamment avec la dernière éval qu'elle a faite, bah oui, elle a pris 42 points d'éval, et puis celle d'avant, elle avait pris 32 points d'éval. Et en fait, c'est Jacinta Monroe qui a la plus grosse évaluation sur ses matchs allés. Il faut dire qu'elle fait, regardez, 26, 13, 32, 17, alors 3 au 5e match, elle n'a fait que 3, et au 9e match, elle a fait 7, mais sinon 35, 20, 13, 42. Et donc c'est 21,82 d'éval en moyenne. Donc je ne vous ai pas mis sur le podium Alicia Clark et Evelyn Akator qui viennent d'arriver. Hein. Il faut au moins faire la moitié des matchs quand même pour mériter un petit podium. Mais peut-être en fin de saison. Hein. 2 joueuses qui sont très impactantes dans leur équipe. Et donc finalement, sur le podium, c'est Jacinta Monroe, Stéphanie Mavunga et Alexia Chartereau, hein, qui finalement n'est pas trop sur les grosses, dans les meilleures places entre guillemets des classements précédents, mais qui est bien placée dans tous les classements. Donc Alexia Chartereau, meilleure évaluation française, 3e de Ligue féminine, avec une moyenne à 16,32. Voilà, je vous ai mis toutes les évals au-dessus de 13. Grosso modo, mais enfin voilà, on va retrouver des joueuses très importantes dans leur équipe qui sont très impactantes. Gabi Williams à Montpellier, Miranda Haïm à Basketland, Ezine Kalou à Landerneau, Clarissa Dos Santos à Lyon, Ashley Brunner à Landerneau, Jordan Moore à Charnay, Louis Alvarsson à Tarbes, Clarence Jalditabdi à Nantes, Arine Ellenberg au Hainaut, Shea Kelly, qui, comme je l'ai dit, a été très impactante quand elle est arrivée à Charleville, Jenny Diawara dont on a parlé tout à l'heure à Charleville également, Anna Dabovic à Bourges et Mariam Badian à Lyon. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.
j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Avec toutes ces statistiques, j'en profite, c'était marqué à chaque fois en dessous, mais en tout petit, j'en profite pour remercier chaleureusement Julien Capitaine, mon statisticien préféré, qui m'a fourni toutes ces statistiques d'équipe et de joueuses. Voilà, comme ça, vous avez la retranscription exacte, match par match. Il a noté toutes les statistiques match par match pour chaque joueuse. Et ensuite, il a fait le calcul de toutes les équipes. Merci à lui, bravo, bravo aussi. C'est un gros boulot. Et moi, voilà, ça m'aide bien à faire une retranscription. Je ne peux pas tout faire tout seul. C'est bien d'avoir un petit peu d'aide un coup de temps en temps. Merci Julien. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas un like. Mettez-moi des commentaires, partagez la vidéo, voilà, likez, partagez, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche sur YouTube, sur voir en premier sur Facebook. Bien entendu, si ce n'est pas fait, téléchargez la vidéo Joue là comme Proust, où j'ai interviewé 5 joueuses de Ligue féminine sur des questions de personnalité. Vous pouvez retrouver le lien dans la description. Je remercie comme d'habitude également tous les photographes à qui j'ai emprunté les photos pour illustrer cette vidéo. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Vive le basket et vive le basket féminin. Ciao ciao.